On va commencer avec vous, avec votre table. Julia, Juliana, je crois que c'est vous la mission des rapporteurs. On vous a équipé d'un micro, donc on vous écoute. Alors, nous, ici, avec notre groupe, nous avons identifié plusieurs problématiques quand nous avons fait les tours des tables. Peut-être je vais me mettre là. Parce que ici, comme ça, on est plus proche de l'autre table. On a identifié plusieurs problématiques, mais celles qui sont revenues à plusieurs reprises, c'était la question comment est-ce que les athlètes féminines elles peuvent avoir les informations sur elles-mêmes, et ce, depuis les plus jeunes âges, et comment est-ce que les personnes qui les accompagnent dans le staff technique peuvent être sensibilisées à ce qui serait spécifique aux athlètes féminines. Donc, par rapport à cela, on a déterminé, donc on a eu énormément d'idées qui sont ressorties. On les a regroupées sous 3 grandes, on va dire, solutions. Donc, la première, c'est engendrer une prise de conscience générale en réalisant un audit et en partageant les bonnes pratiques. Donc, avec un audit avec un référent fédéral, enfin dans chaque fédération. Donc, ça peut être en fonction des fédérations, soit le responsable, enfin le référent suivi socio-pro, le médecin de la fédération, etc. Et en mutualisant donc les outils. Ensuite, la deuxième grande solution, c'est sensibiliser les staffs, donc entraînement, que ce soit les DE, les formations STAPS, etc., pour devenir des accompagnants. Donc, c'est-à-dire être à l'écoute des athlètes, pouvoir les orienter, etc. Donc, soit les formations au niveau des universités, des STAPS, ou également des diplômes d'État et autres formations. Et enfin, la troisième grande solution, donc, c'est mettre en place un suivi individuel et médical au sein des structures, donc soit les CREPS, les clubs ou les fédérations, donc afin de développer une information spécifique aux athlètes. Donc on a pensé que ça pouvait se traduire à travers, par exemple, les projets de perf fédéraux, donc au niveau des fédérations, des consultations de suivi médical au niveau des CREPS, ou même des conventions qui existent entre les fédérations et les SHN. Donc je ne sais pas si, ou Juliana, tu souhaites compléter. En fait, on était parti d'une situation, enfin, on a fait un tour de table, on s'est rendu compte que nos questionnements étaient à peu près tous les mêmes, même si on parlait tous à partir d'un rôle, d'une fonction qui était très différente, à savoir comment concrètement s'emparer de cette question du genre. Est-ce qu'il faut la prendre frontalement, ou est-ce que finalement il ne faut pas la prendre en considération? Et donc on est parti d'une situation d'entraînement qui concernait Loïc avec son athlète. Et de fil en aiguille, on en est venu peut-être à se dire que la méthodologie qu'il fallait avoir, c'était peut-être celle d'entrer par la performance, par l'individualisation, mais tout en prenant en considération le fait que finalement les stéréotypes de genre, ils opéraient malgré nous, ils opéraient entre les sportifs, ils opéraient entre l'entraîneur et ses sportifs. Et que par contre là-dessus, il fallait peut-être essayer de mettre en place une méthode de travail pour essayer de les faire bouger et finalement de libérer tout sportif, qu'il soit un homme ou une femme, de ces stéréotypes dans lesquels finalement on est tous pris. Et donc, la solution. La solution miracle. Non, on a évoqué évidemment plusieurs pistes et on est assez vite tombé d'accord sur le fait que s'il y en avait une à mettre en priorité en action, ce serait de travailler sur l'accompagnement des staffs afin que toute personne du staff ait une meilleure connaissance de son propre fonctionnement. Alors, on a dépassé un peu le cadre de la croyance, mais y compris des croyances. Est-ce qu'on est capable de pointer comment nous on fonctionne et ce qu'on véhicule? Et pour aller plus loin, on s'est dit que pour cela, il fallait labelliser des personnes qui étaient compétentes pour faire ces accompagnements et que on pensait à l'ANS, donc ça pourrait être le rôle. Et il faut non seulement labelliser des personnes pour faire cet accompagnement, mais donner un budget
qui permettrait de faire cet accompagnement. Donc, via ou non le plan de féminisation, et on s'est interrogé aussi beaucoup sur la notion de plan de féminisation, qui peut aussi être à questionner, quoi. Voilà, si je vous laisse... Juste parce que c'est vrai que nous, en fait, en STAPS, on a la chance à Brest de travailler avec des personnes qui sont en sciences de l'éducation, ce qui permet aussi des échanges avec ces personnes-là. Et en fait, en sciences de l'éducation, vous avez beaucoup de gens qui travaillent, qui font de la formation pour adultes, qui relèvent plutôt du champ de l'ergo, de la psychologie du travail, pardon, et donc qui ont pas mal d'outils intéressants pour justement faire ce travail d'accompagnement des professionnels. Donc ça peut être une piste pour identifier des personnes compétentes dans ce type d'accompagnement. Et effectivement, en fait, ce qu'on voulait aussi dire, c'est que ça ne concernerait pas que les équipes encadrantes, mais également les sportifs en question. Ouais, l'objectif, c'était vraiment ça, créer des synergies, créer voilà, des axes de travail et que chacun reparte avec des devoirs de maison. C'était un peu ça l'idée. Je crois que si vous voulez réagir. Merci. Oui, j'avais une question sur le suivi médical que vous avez évoqué comme troisième action possible, si j'ai bien suivi. Comment est-ce que vous avez imaginé, ou est-ce que vous avez imaginé différencier ce suivi médical de celui qui existe déjà aujourd'hui ? Alors, le suivi médical qui existe aujourd'hui n'inclut pas du tout de suivi médical réglementaire au niveau du suivi gynécologique. Et donc, on peut arriver tout à fait avec des jeunes de 18 ans qui n'ont pas les bonnes informations et qui n'arrivent pas à un suivi parce qu'elles sont très souvent en stage, elles ont les championnats, elles ont une Coupe du Monde. Les délais de rendez-vous en consultation libérale, c'est 3 mois, à l'hôpital, c'est 6 mois. Puis à l'hôpital, on ne va pas s'occuper d'elles. Et donc, c'est compliqué. Et certaines fédérations, et je donnerai l'exemple de la Fédération française de rugby, elle a ajouté à son suivi médical réglementaire depuis cette année un suivi annuel pour toutes l'équipe de France, donc pour le rugby à 7 et le rugby à 15. Donc voilà, après, bien sûr, c'est une question après de ressources, hein, parce que sur le socle commun à toutes les fédérations, on a un suivi médical réglementaire pris en charge dans les conventions qu'il y a avec le ministère. Mais ce qui est rajouté est pris en charge par la fédération. Alors certainement des fédérations ont plus de moyens que d'autres, plus de contacts aussi peut-être avec l'expert référent ou ceux qui souhaitent, voilà, qui vient donc soit au cours d'un rassemblement du staff, soit au cours, voilà, parce que bon. Par ma pratique, je vais au CNR et une fois par mois, on a instauré, lors du déplacement des filles au CNR, la possibilité qu'elles ont d'avoir donc ce suivi. Donc c'est vrai que ça empêche un peu d'entendre après dans la presse qu'on n'a jamais parlé de cycle, que la douleur de règles, elle en a souffert pendant 7 ans, pendant toute sa carrière, qu'on n'a pas évoqué l'endométriose. Donc c'est toujours après des effets un peu boomerang qui nous viennent et qui sont vraiment amplifiés en plus par la médiatisation ou par les réseaux sociaux. Et donc ça interpelle beaucoup et c'est vrai que ça reflète uniquement en fait un manque de prise en charge, de même quand on parle des absences de règles et qui ne sont pas prises en charge au bout de 3-4 ans, ça semble un petit peu aberrant avec toutes les connaissances médicales qu'on peut avoir maintenant. Et est-ce que je peux me permettre de poser une autre question un petit peu provocatrice ? Est-ce que vous avez identifié des éléments qui seraient spécifiques aux hommes et qui manqueraient dans le SMR, voire d'autres éléments qui ne seraient ni spécifiques aux hommes ou aux femmes et qui manqueraient dans le SMR, ou est-ce que vous êtes allé sur cet élément-là du cycle menstruel sans, par exemple, interroger les variations hormonales chez les hommes ? Il y a des travaux sur les variations hormonales chez les hommes, mais la variation hormonale chez les hommes n'est pas cyclique. Alors c'est vrai que quelqu'un qui va faire de l'haltérophilie ou dans certaines disciplines, on va avoir un taux de testostérone certainement un peu plus supérieur. Par contre, chez les coureurs de fond, ceux qui sont des triathlètes peuvent avoir une testostéronémie plus basse avec un ralentissement du cycle, hein. Également des gonadostimulines et donc une perte de libido, et on le sait, c'est un symptôme aussi de surentraînement. Mais on n'a
pas la cyclicité mensuelle qui revient tous les mois. C'est la spécificité aussi féminine, de même que la maternité. Et avoir un référent sur ce sens... Il y a la paternité existe aussi, et bien sûr, donc les questions peuvent se poser aussi d'organisation. Mais on a très bien vu dans les chiffres donnés ce matin que la question se pose plutôt du côté future maman pour la maternité que futur papa. En fait, il y a plus de médaillés, si je ne me trompe pas, hommes avec des enfants que de médaillés femmes avec des enfants. Donc on voit bien que, et pour le même âge, donc on voit bien qu'il y a un report chez les femmes de la maternité quand elle est sportive de haut niveau, du moins au moment où avait été fait l'enquête. Mais je pense que oui, le suivi médical gynéco, il n'est pas intégré au SMR. Sur le plan dentaire, sur le plan psychologique, sur beaucoup de plans, le cardio, le suivi est là, mais sur le plan gynéco, on passe tout à fait à côté. C'est pour ça ça nous est venu que c'était peut-être important, au moins que certaines fédérations, celles qui peuvent le rajoutent, et l'autre peut-être dans un plan fédéral pourrait demander une subvention complémentaire pour le rajouter. Il suffit d'un rendez-vous annuel, au moins pour les élites qui, du fait des déplacements, du fait des stages, ont vraiment du mal à avoir ce suivi. On sait combien ça peut être important. Un tout petit point sur la maternité et paternité. Les résultats qu'on a présentés ce matin, en fait, nous semblent importants à présenter dans le sens où quand on pense à la parentalité, on pense souvent à la maternité, et ça, c'est déjà un premier biais. C'est déjà une représentation assez forte de la façon dont on imagine la parentalité. Et voilà, donc c'est pour ça que je posais ces questions. C'est dans quelle mesure on renforce ou dans quelle mesure on accompagne au mieux les athlètes hommes et femmes.